ça a été le coup de foudre immédiat. Putain, l'enfant que ça fait. C'était l'homme de ma vie. Et puis un jour, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé. J'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Je réponds, à qui je suis en train de parler là? Il me dit, écoute Luna, je suis désolée, j'aurais jamais dû te faire ça. Mais là, c'est horrible, juste le choc. Je m'appelle Luna et mon ex m'a menti sur sa mort. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 16 ans, j'étais en première, ça a été le coup de foudre immédiat. On est sortis ensemble très très vite, c'était vraiment le type de garçon qui me plaisait. Putain, l'enfant que ça fait. C'est dégueulasse. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, mais ça va pas durer, c'est quelqu'un qui est très instable et d'une certaine manière je le suis aussi. On se confronte à énormément de problèmes et on vit une relation très très toxique. Lui, il a énormément de problèmes financiers, familiales, il a un passif très lourd et pour moi c'est très dur à porter. Je pars parce que j'en peux plus. Et pendant quelques temps, tout va très bien. C'est la renaissance en fait. Je renais de cette relation-là, je me reconstruis, je sors, j'ai l'impression de respirer à nouveau. J'ai envie de faire la fête, de voir des gens, j'ai envie de découvrir le monde en dehors de cette relation. Au bout d'un moment, il disparaît, tout simplement. Et quand je dis qu'il disparaît, c'est juste qu'il répond plus à des messages, on le voit plus trop sur la surface de la Terre, alors que c'est quelqu'un qui a envie d'être vu, qui est très sociable, qui aime être avec des gens, être remarqué. Et donc moi je trouve ça bizarre. Comme il avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens, moi j'étais inquiète pour sa vie. J'avais peur que quelqu'un ait essayé de se venger de plein de choses. Et ça m'inquiète aussi parce qu'il doit beaucoup d'argent et aussi à moi. Et du coup, j'ai entamé des démarches de plusieurs côtés. D'abord avec sa maman. Et je la contacte en lui disant, voilà, est-ce que tu sais où est ton fils? Mais c'est très compliqué parce qu'elle ne parle vraiment pas bien français et que surtout, c'est pas une maman qui est très présente. C'est pas une maman cocooning, une maman sympa. Elle est très distante, très froide et elle s'est pas beaucoup occupée de lui. Donc elle est en mode, t'inquiète, il est en train de faire sa vie, tu le connais, ça lui ressemble. Sauf que moi, je le connais pour de vrai et ça lui ressemble pas du tout. Et puis là, l'inquiétude commence à monter parce qu'en plus, je contacte le proprio qui me dit qu'il n'a pas payé le loyer, qu'il est rentré dans l'appart, que c'est dans un état lamentable. Il y a plein de petits points qui me font dire il lui est arrivé malheur, mais j'arrive pas à mettre le mot sur quoi. Et puis surtout, je vais dans l'appartement parce que j'ai aussi les clés et il a laissé toutes ses affaires. Il y a tout. Et on dirait qu'il a disparu de la surface de la Terre. Je vais vraiment commencer à le chercher activement et là je deviens même un peu paranoïaque. Je commence à le chercher de partout, à attendre devant les endroits où il aurait été vu pour la dernière fois et rien. Et puis un jour je reçois un coup de téléphone parce que j'écrivais à des gens, tu l'aurais pas vu, tu sais pas où il est, de quelqu'un que je connais pas qui me dit ouais il paraît que tu cherches ce garçon. Et je lui dis oui, il me dit mais Luna si tu le cherches, il est au fond du caniveau, mort d'overdose en train de pleurer ton prénom. Ça n'a aucun sens pour moi, c'est lunaire, je ne comprends pas. Et ça me fait très très peur parce que là, à ce moment-là, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il a disparu, donc ça fait long. Je contacte la maman en disant, bon, là on va peut-être s'inquiéter un petit peu pour de vrai et arrêter de planer. On m'a dit ça vous inquiète pas? Et elle me dit, non, 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 je connais mon fils, t'inquiète pas. Et elle arrête pas de me dire, je lui dis, moi je vais appeler les flics, je vais appeler la police, je veux qu'on m'aide à le retrouver, enfin c'est pas normal. Elle me dit non, contacte pas les autorités parce que sinon quand il va revenir, il va avoir des problèmes. Tu sais qu'il a des problèmes avec la justice. Moi à ce moment-là, j'ai 18 ans, donc c'est très compliqué de dire non à un adulte. À peu près 2 semaines plus tard, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé, que j'avais raison. Tu avais raison, Fabien. Il est mort depuis plusieurs semaines. La police m'a téléphoné pour me dire qu'il était mort d'overdose. Elle me dit que vu que je l'avais laissé, il était seul et qu'il n'a pas réussi à vaincre tous ses démons. Donc moi je tombe des nues, mais il y a une partie de moi qui ne la croit pas. Comment on annonce ça à quelqu'un? C'est affreux. Elle me dit si tu l'avais pas abandonné, il serait toujours avec nous. Elle me le répète ce genre de phrase. Je lui envoie un message 2 jours plus tard et je lui dis je veux venir à l'enterrement. Et elle me dit que son corps va être rapatrié en Italie, que c'est un tombeau familial qu'elle veut pas.
Elle m'envoie d'ailleurs une photo d'une tombe qui est complètement floue. Dessus, il y a son deuxième prénom et son nom de famille. Et en fait, moi, je suis là en mode oh, c'est sa tombe, ça me fait une émotion de dingue. J'ai eu beaucoup de mal à le dire autour de moi et à rendre ça concret parce que j'étais à ce moment-là très éloignée de tous mes proches. Et du coup, quand les quelques personnes à qui je les ai dit m'ont dit mais tant mieux, c'est tout ce qu'il méritait. J'ai entendu ce genre de phrases. J'étais très seule, je sortais pas beaucoup. C'est vraiment là une période où je suis tombée au plus bas, j'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre. Parce que je vivais avec ce truc-là de c'est ma faute si j'étais pas partie. Il serait toujours là. Et je me disais je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Et puis ensuite j'ai déménagé. Je rencontre des gens incroyables qui me font beaucoup de bien. Je renais et surtout je peux parler de lui à des gens qui ne le connaissent pas. J'étais entourée, ça me faisait du bien. Quelques mois passent et on est le jour de Noël. La dernière fois que j'étais venue dans cette maison de famille, c'était avec lui, donc les souvenirs me remontent un peu à la tronche. À ce moment-là, ma famille, c'est toujours compliqué. Je me sens hyper isolée, en fait, j'ai pas envie d'être là, je me sens pas bien. Et je sors dehors pour aller fumer une cigarette. Je prends mon téléphone et j'écris à la maman. Et je la défonce, mais je la défonce. Je lui dis que je sens qu'elle me ment depuis des mois, qu'elle me donne pas des informations. Et puis dans tous les cas, je trouve ça horrible de pas m'autoriser à venir me recueillir et m'aider à faire mon deuil. Et en fait, j'ai besoin que cette haine, cette colère que j'ai là à cet instant T, du fait de me sentir rejetée, elle aille sur quelqu'un et ce sera elle. Je vous déteste. Et dans le message, je lui dis que je vais très mal, ce que je ne disais pas beaucoup. J'ai chéri votre fils pendant plus de 3 ans et vous ne m'avez même pas aidé à faire mon deuil. Je reçois une réponse et c'est écrit dans un français très bon, il n'y a pas de faute. Alors qu'elle, elle fait un mot sur 3 en français, arabe et italien. Et ça me dit profite de tes fêtes, Luna, on en parlera plus tard, je pense que tu mérites de profiter de tes fêtes, quelque chose comme ça. Je sais pas à qui je parle, donc je réponds à qui je suis en train de parler là. Et il a même pas écrit son prénom, il a pas eu besoin, il a juste écrit écoute Luna, je suis désolée, je pleure en écrivant ce message, j'aurais jamais dû te faire ça. Je suis désolée, voilà, il écrit. Et là c'est horrible, en fait c'est horrible parce que je ne sais pas ce que je dois ressentir. À ce moment-là, j'en sais rien. Est-ce que je suis contente? Il est en vie. Voilà. Est-ce que je suis en colère? Mais t'es sérieux, mec? Est-ce que je suis... J'en sais rien. Je suis juste là, face à ce portable, que je regarde, comme ça. et je réponds rien. Et là, je déconnecte. Je retourne dans ce repas de famille. Et je me souviens de rien. Je me souviens pas être rentrée chez moi. Je me souviens pas avoir dit au revoir aux gens. Juste le choc. Je m'étais construite sur ce deuil-là. Et ça pourrait paraître comme quelque chose qui nous soulage, mais quand ça fait 10 mois que tu te tapes avec ça, que tu te bats au quotidien, c'est horrible. Je me sens un vide, un truc, c'est un scénario de film, c'est pas quelque chose que les gens font dans la vraie vie. Pendant ces 10 mois, sa maman, moi je vais la croire sur parole en fait. À partir du moment de la photo de la tombe et puis d'elle qui me parle tous les jours de ça en fait, ça devient une réalité. Et puis de toute façon il réapparaît pas, il a disparu de partout. À aucun moment, enfin quand on est dedans, à aucun moment on se dit il va simuler sa mort. Ma théorie, et c'est une théorie, c'est que quand il a su, quelqu'un avait dit si tu le cherches, il est au fond du caniveau. Il a surfé sur cette vague-là en se disant bah au moins je suis débarrassée. Et il a dit à sa maman fais ça, ça va me sauver la vie. Puis sa maman c'est pas quelqu'un de très réfléchi, elle est plutôt dans le je suis le mouvement. Il y a aussi une théorie où c'est lui qui m'écrit derrière le téléphone en fait tout le long. Donc c'est une possibilité aussi, j'aurai jamais la réponse. Souvent, dans les pires épreuves, on trouve les plus grandes victoires. C'est pas mon cas. C'est sûr que ça m'a endurci, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc j'en suis contente. Mais ça m'a plutôt laissé des traumas qu'autre chose. C'est très compliqué de faire confiance, c'est hyper dur. Et puis une terreur de la mort, enfin que la personne parte.
Quelqu'un ne me répond pas pendant 5 minutes, il est décédé. Il y a beaucoup ce truc-là de confiance, de peur qui s'est instauré, mais je travaille dessus. Je bosse dessus, mais je pense que ça me suivra toute ma vie. Je méritais pas ça. Je méritais mieux. Tout va bien pour moi aujourd'hui. J'ai juste à travailler sur les petites choses qui malheureusement m'a laissé, mais c'est tout ce qui me laissera et aussi bien dans 10 ans, ce sera bon. Je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces. C'était la médaille d'or au JO en matière de mythomanie. Moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Je m'appelle Julien Marty, je suis tombé amoureux d'une mythomane. Le 26 juillet 2015, je découvre un message d'une fille que j'ai rencontrée 30 ans auparavant. Elle prend contact en me disant « Comment va ta vie ?» Salut Julien, ça fait longtemps. Comment tu vas depuis tout ce temps? On se raconte nos vies respectives. Je l'invite à manger chez moi et elle accepte. Et le jour où elle arrive, j'ai préparé une belle table, l'ascenseur arrive, la porte s'ouvre. Je vois tout de suite qu'elle est soignée, elle est bien coiffée, elle est souriante et je suis déjà sous le charme. On se sourit tout de suite et je la fais rentrer. Après l'apéritif, je lui propose de passer à table et elle vacille légèrement. Donc moi je m'amuse et je lui demande si elle est beurrée après 2 verres de vin. Elle me répond que non, que c'est à cause de sa hanche et qu'elle m'expliquera. Donc moi je pose pas plus de questions, on passe à table. Et l'attraction physique à ce moment-là est très présente. Et donc, à un moment donné, je l'embrasse. Ce premier baiser est magique. J'ai le sentiment voilà, d'être complètement déjà tombé amoureux d'elle. Le lendemain, on se retrouve en terrasse. Je lui dis, explique-moi maintenant tout ce que tu voulais me dire. Elle m'explique qu'elle a eu un cancer du sein 8 ans auparavant, qu'elle est en rémission totale, que la chimiothérapie qu'elle a subie a endommagé sa hanche, ce qui explique le vacillement de la veille après l'apéro. L'explication pour moi est totalement plausible. À peu près 3 semaines après notre rencontre, elle me dit « j'ai à nouveau un cancer. Et cette fois-ci, c'est à l'ovaire. » Je suis abasourdi par la nouvelle. Le monde s'écroule. Des examens sont pratiqués. Le stade est trop avancé. Je lui dis, écoute, tu l'as vaincu une fois, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas une seconde fois. J'ai l'envie de l'accompagner aux différents rendez-vous médicaux. Je préfère y aller seule, mon cœur. Tu m'accompagneras pour d'autres rendez-vous. Je suis pas très en forme. Je m'étonne du fait qu'elle refuse quelque part cet accompagnement. Quelques jours plus tard, ce sont des métastases au cerveau qui surgissent, avec des absences, des moments de confusion, des pertes de mémoire immédiates. Un jour, elle m'appelle et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Là, je tombe des nues. Je me demande comment il est possible de tomber enceinte avec un cancer aux ovaires. Je pète un câble, je vais dire, et c'est quelque chose que je peux absolument pas envisager. Un fœtus qui grandit dans le corps d'une femme malade, j'ose pas imaginer dans quel état ce bébé vient au monde. Donc je lui dis qu'il n'est absolument pas question
enfin de le garder quoi. Le lendemain au réveil, elle m'explique voilà, qu'elle va faire ce qu'il faut pour le faire disparaître et qu'elle ne m'en parlera plus jamais. Il y a toute une série de choses évidemment qui posent question et malgré tout quand je la confronte, elle a le chic de retomber sur ses pattes tout de suite. Un matin, elle me tend une lettre écrite par sa fille. Sa fille lui explique qu'elle la comprend. Elle comprend très bien le fait qu'elle soit si fatiguée après tant d'années de lutte face à la maladie. Cette lettre, je la lis et je m'étonne d'une chose, c'est qu'elle est tapée à l'ordinateur. Donc je suis très étonné de cette lettre. Mais ça passe, encore une fois, comme tout le reste. La même semaine, 3 personnes de mon entourage me disent est-ce que là, t'as pas vraiment l'impression d'être manipulé? Et je dis oui, vraiment, j'ai l'impression. Donc je décide d'agir. Et donc, je décide d'appeler sa fille pour la féliciter en fait de la très belle lettre qu'elle a écrite à sa maman. J'ai dit, c'est une lettre dans laquelle ta maman t'annonce qu'elle veut mettre fin à ses jours et tu lui expliques que tu la pardonnes, que tu comprends et que tu vas t'occuper de ta petite sœur, etc. Elle me dit, mais attends, maman, je sais qu'elle va pas très bien, mais elle va pas mourir. Hein. J'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment conscient de l'état de santé de ta maman? Je dis, parce que moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Et tu as parlé de ça? Et là, elle me dit, mais non, pas du tout. Moi, j'ai jamais écrit en ces termes à maman. Et certainement pas il y a 3 semaines. Tout s'écroule. Je tombe du 20e étage. C'était vraiment très, très douloureux. À partir de ce moment-là, je me lance dans une enquête. J'appelle entre autres la gynéco qui a pratiqué la laparoscopie et je lui dis que j'ai l'impression d'être manipulé par une de ses patientes. Et donc elle me répond que je peux vous dire que je ne l'ai pas vue depuis 2008. Je rappelle qu'on s'est rencontrés en 2015. Et elle me dit, je vous souhaite bon courage, monsieur. Je décide d'appeler en fait l'hôpital où elle a été soignée 8 ans auparavant. Je me fais passer pour son médecin traitant. Donc je téléphone au service d'oncologie. La personne consulte les fichiers et me dit, mais écoutez, docteur, je suis désolé, j'ai rien du tout en oncologie. Et donc là, je comprends que non seulement il ne se passe rien maintenant, mais qu'il ne s'est rien passé 8 ans auparavant non plus. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces et qu'en fait je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Elle n'a absolument pas de cancer et je comprends aussi, deuxième coup de massue, qu'elle n'a pas eu de cancer 8 ans auparavant. C'est la chute vertigineuse quoi. Donc elle rentre chez moi avec ses propres clés. Je me garde bien d'aller l'accueillir à la porte. Et elle débarque dans ma chambre. Je dis, écoute, maintenant ça suffit. Ça suffit, je sais tout. Alors là, elle est un peu perdue. Elle me dit, comment ça, tu sais tout, de quoi tu parles? Je dis, ben, je sais que tu n'es pas malade, que tu ne l'as jamais été. Je lui dis, voilà, tu as tout perdu, tu m'as perdu. Moi, je t'aimais, et là, je m'aperçois que tu m'as menti sur toute la ligne. Donc, je l'ai prié de sortir de chez moi et de ma vie. Je ne l'ai plus jamais revu. Ma sœur, elle m'a vraiment convié à l'accompagner chez un médecin. Et le médecin m'a dit, mais cette femme souffre du syndrome de Munchausen. Et c'est donc un syndrome assez rare. Qui pousse les gens à prendre des médicaments pour provoquer de faux symptômes et donc donner l'impression qu'ils sont malades.
Ça s'accompagne de manipulation et de mythomanie. Elle était hyper entraînée, ça faisait 30 ans de mythomanie qu'elle gérait à la perfection. J'ai toujours dit, c'était la médaille d'or au JO, quoi, en matière de mythomanie. En comprenant en fait l'état dans lequel elle se trouve et la maladie, ça permet vraiment de relativiser les choses. Ça m'a permis d'abandonner tout ressentiment, toute colère à son égard. Il fallait quelqu'un à qui elle puisse raconter ses mensonges, quelqu'un qui y croyait. Mais je me suis aperçu aussi que j'avais probablement besoin d'elle pour exister à ma façon. Ça ne m'a pas empêché d'avancer dans la vie et en tout cas d'être vigilant et de ne plus rencontrer ce genre de personnes. Qu'est-ce qui me dit par exemple que toute cette histoire ne serait pas un mytho? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux dire qu'on pourrait croire que moi je suis mytho en racontant une histoire pareille. J'ai un certain nombre de preuves tangibles. Je dis pas que c'est l'histoire de tout le monde, c'est mon histoire. J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui. Je l'aimais en tout cas. Un jour, je reçois un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. J'ouvre ce message par curiosité. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Il a répété le même schéma avec les autres filles. Je m'appelle Léna et j'ai découvert que mon copain avait 2 autres femmes dans sa vie. J'ai rencontré cet homme-là sur une application de rencontre. On s'est parlé pendant quelques temps sur les réseaux sociaux avant de se voir et voilà, on s'est vu dans un bar à Paris pour notre premier date. Cet homme-là, c'était quelqu'un qui aimait bien les belles choses et les beaux endroits, donc c'est vrai que quand on sortait, la plupart du temps, il m'emmenait dans des endroits chouettes que moi je connaissais pas de base. J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui. Donc oui, je pense qu'il y a un moment où on peut dire que je l'aimais beaucoup. Il n'y avait rien qui te laissait entrevoir des choses? À ce moment-là, non. Déjà, il n'y a pas de signe avant-coureur, de trucs étranges qui se passent autour. Et en plus de ça, on est tout le temps ensemble. Donc je peux même pas me dire qu'il y a des choses à côté parce que je passe tout mon temps avec lui. On allait beaucoup boire des verres dans Paris. On est surtout allés au Mexique ensemble parce qu'il m'a invité aux vacances familiales. Un jour, je suis à la caisse du supermarché et je reçois un message, un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. Je me dis que je vais d'abord sortir de là où je suis, enfin je finis ce que j'ai à faire et une fois que je monte dans ma voiture, j'ouvre ce message par curiosité. Coucou, j'aimerais qu'on discute. Libre-toi de m'écouter. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire et qu'elle va faire un groupe. Du coup, je me retrouve dans un groupe Instagram avec 2 autres nanas. Et en fait, on m'apprend que cet homme-là, que je côtoie depuis presque 1 an, côtoie aussi ces filles-là en parallèle. Il est trop étrange, mais il était affectueux avec vous? Je suis choquée. Je vivais chez eux et j'avais les clés. Je me demande juste s'il était en couple avec une 4e, parce que là, waouh! Et du coup, je me dis que je vais appeler cette personne pour juste valider ce qu'on est en train de me dire, parce que c'est vrai que ces filles-là, de base, je les connais pas. Quand je l'appelle et que je lui demande c'est qui machin, en parlant des filles, des autres filles, il n'essaie pas du tout de me contredire ou de me dire que c'est faux. Il essaie d'un peu d'enjoliver la situation en me disant que c'est des filles qu'il voyait il y a longtemps, mais c'est vrai que du coup, j'ai les infos sur mon téléphone qui arrivent en temps réel et il n'essaie pas de se défendre. Donc j'ai tout de suite compris que en fait, tout ce qu'on me racontait était vrai. Plus je parle avec ces filles-là, plus on se rend compte qu'il y a un soir où, par exemple, il devait en voir une autre, mais qu'il a annulé, on ne sait pas pourquoi. On met toutes les dates en corrélation, on se donne un peu des infos sur qui était où et quand. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Ce qui m'a plus fait peur,
c'est qu'il a répété le même schéma avec les autres filles, c'est-à-dire que le premier rendez-vous avec les autres filles, il l'a fait au même endroit, les mêmes surnoms, ils fréquentaient les mêmes endroits ensemble. Comme j'ai dit, j'étais en vacances avec sa famille au Mexique, il en avait invité une autre également. Il répétait le même schéma avec les deux autres filles. Tout pareil, tout pareil. Vraiment, quand je suis au pied du mur et que j'apprends la nouvelle, j'avoue que je suis un peu désemparée et surtout que mon téléphone ne s'arrête pas de sonner en fait, parce que du coup, dans ce groupe, toutes les filles commencent à s'exciter un peu et à se donner plein d'infos et moi je viens d'apprendre la nouvelle, elles le savaient déjà. Pour moi, il y a 0 doute. Il y a des jours, il m'apportait le petit déjeuner au lit et d'autres fois, j'avais envie de sauter de la fenêtre. Donc je suis un peu trop stimulée de tous les côtés. Donc quand je l'apprends, je fais une pause, j'éteins mon téléphone. Après avoir appris la nouvelle, j'ai mis quelques jours à m'en remettre évidemment, parce que c'est jamais des nouvelles très faciles à encaisser. Je pense que si personne ne l'avait découvert, ça aurait pu durer très longtemps. Et en parlant avec ces filles-là, et ces filles-là ont fait un peu leur enquête, elles ont découvert qu'il y en avait d'autres, qu'on n'était pas les seules. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si elles ont pris contact avec ces filles-là comme elles l'ont fait avec moi, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Donc vous étiez beaucoup plus que 3? Oui, on était beaucoup plus que 3 au final. Très rapidement que je vais être triste, oui, mais que je ne pourrai rien reconstruire avec cette personne. Demain, il me dira qu'il fait beau dehors, je le croirai pas. Ça m'a quand même aidé de savoir que j'étais pas seule et qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient vécu de la même manière que moi et avec la même personne en face. Je pense qu'il y avait quand même un mal-être quelque part, peut-être un problème de confiance en soi qui le poussait à chercher des attaches avec différentes personnes. Maniaque peut-être pas, mais il y avait un problème quelque part, oui. S'il voit cette vidéo, je lui dirais que j'espère qu'il va mieux, parce que au fond, il allait pas bien. J'espère qu'il est dans une relation amoureuse stable. Aujourd'hui, je vais très bien, je suis complètement passée à autre chose, j'ai un chéri super qui, j'espère, n'a pas 3 autres femmes dans sa vie.